DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Phase finale des compétitions internationales. Je ne vais pas seulement m'attarder sur le championnat d'Afrique des Nations. On a vu lors du mondial la grande Allemagne se faire éliminer au premier tour. On a vu des équipes comme l'Uruguay, double vainqueur du tournoi également, se faire sortir au premier tour. Donc c'est erroné de parler de groupes abordables. Je préfère qu'on dise que voilà, nous sommes dans un groupe où on peut avoir les chances, où nous devons plutôt mettre les chances de notre côté pour passer. Et c'était le cas avec la RDC. C'est vrai, le statut des favoris, je pense que c'est une pression supplémentaire, mais après, ça n'enlève pas le droit ou le devoir de travailler pour justement répondre à ce statut. Et c'est ce que la RDC n'a pas pu faire dans ce groupe, puisqu'avec le Sénégal ou encore la Côte d'Ivoire, également l'Ouganda, la RDC s'est présentée comme un ogre pratiquement devant les trois sélections, puisque la RDC est double vainqueur de l'épreuve. La RDC a participé à 6 sur 7 éditions. La RDC n'a jamais quitté la compétition lors du premier tour. Donc tout se passait parlait positivement pour la RDC. C'est plutôt la RDC qui n'a pas pu tirer son épingle du jeu sur tout ce qui se disait favorablement pour elle. Donc je pense que le groupe en soi était ce qu'il est, puisque les autres nations également ont travaillé. On va prendre l'exemple de l'Ouganda qui déjà, lors de la CAN 2019, nous avait battu. Donc c'est une équipe qui a travaillé. La formation, si on peut également calquer les sélections à prime sur le club. Vipers a éliminé tout récemment Mazembe, donc c'était un adversaire sérieux. Et également la Côte d'Ivoire, c'est vrai, ce n'est pas un championnat top, mais le travail qui s'est fait au niveau de la sélection n'est forcément pas le reflet du championnat national. Parce que même le Sénégal nous l'a démontré, Madagascar également a démontré cela, ou encore le Niger. Je pense que la RDC n'a pas su être sérieuse, entre guillemets, en allant à cette compétition. Raison pour laquelle les résultats n'ont pas été en sa faveur. Donc je pense que le groupe a été, les adversaires ont été sérieux, le groupe a été sérieux plutôt, pas abordable, pas de la mort non plus, puisque on aurait parlé du groupe de la mort si la RDC s'était peut-être retrouvée en compagnie du Maroc ou encore de l'Algérie, pays organisateur. Le Maroc, double tenant du titre, on en est dire ça, puisque ça allait être vraiment une bataille déjà en amont. Dans ce groupe, en amont, la RDC partait favorite. La RDC partait comme un ogre avec les petits poussés qui étaient le Sénégal, l'Ouganda ou encore la Côte d'Ivoire. C'est plutôt la RDC qui n'a pas su être sérieuse pour justement aller chercher ces résultats, aller chercher ces victoires pour se qualifier. On voit par exemple l'Algérie, c'est la seule équipe qui se retrouve en demi-finale mais qui n'a pas marqué un but dans le jeu. C'est sur coup de pied arrêté. Tous les buts algériens ont été marqués sur coup de pied arrêté. 4 buts pour les 4 victoires. Donc
ça veut dire c'est une équipe qui a été sérieuse sur le plan défensif, et qui, sur le plan offensif, a toujours cherché à pousser son adversaire à la faute. C'est ce qui a manqué à la RDC. On n'a pas été, on a été plutôt bon défensivement lors des 2 premiers matchs, puisqu'on n'a pas encaissé. On a été moins bon sur le plan offensif, puisqu'on n'a pas non plus provoqué, pousser l'adversaire à son retranchement pour essayer de chercher ces petites fautes, ces petits détails qui peuvent également faire gagner un match. Et au-delà de ça, lors du 3e match, on a pratiquement coulé. Moi, je pense que sur un de nos groupes de discussion, lorsque j'ai vu la composition de la RDC pour ce 3e match, j'ai dit je ne vais pas suivre le match, je vais suivre le score final, puisque, désolé de dire ça, mais je n'ai pas trouvé sérieux cette composition. Désolé, c'est vrai. Vous avez d'ailleurs fait allusion au milieu de terrain. Voilà, le milieu de terrain qui est plutôt le cœur d'une équipe. Un milieu de terrain sérieux peut également faire gagner des matchs. Un milieu de terrain sérieux peut également empêcher à ce que la défense puisse subir les jeux. Donc voilà, je pense que la RDC n'a pas été du tout sérieuse dans cette compétition. Et là, on a juste récolté ce qu'on a sémé. Et voilà, je pense que on ne peut même pas parler des adversaires, mais plutôt de la RDC elle-même qui n'a pas été sérieuse. Voilà, quand on voit déjà cette partie classement du départ face au Sénégal, on voit bien que la faute, pour l'instant, sur ce point-là, incombe au staff technique et au sélectionneur. Allez, Sylvie Meyer, on va revenir à vous dans quelques instants, mais on va d'abord accueillir nos 2 invités qui sont en ligne. Bob Richard Makandalele, ça fait très longtemps qu'on vous a entendu sur Top Congo FM. Bon après-midi à vous. Bob Richard Makandalele. Il va venir, mais on va accueillir alors Olivier Pengongo qui est bien là. Allô, Jonathan Massier là. Il est arrivé, mais apparemment, allô, un petit décalage. Hein. Allô, Jonathan Massier là. Oui, nous vous écoutons, Bob Richard Makandalele. Allô. Alors, en attendant, on va prendre Olivier Pengongo. Est-ce que vous êtes avec nous? Allô, Jonathan Massier là. Alors, je n'ai pas un retour. Voilà. Justement, on va essayer de régler le problème avant de revenir à vous. On voit bien que c'est un petit souci technique, mais on va revenir à vous dans quelques instants pour justement débattre sur tous les sujets, Sylvie. Alors, on parlait de ce classement du 3e match contre le Sénégal. Vous aviez relevé ce problème du milieu de terrain notamment. Alors, comme je le disais tout à l'heure, là, on va parler d'une responsabilité du staff technique. Et bien sûr, la responsabilité est du staff technique à 100%, puisque c'est le staff technique qui a concocté ce 11 de départ. Et je pense que, voilà, avoir sur le banc Mika Miché, laisser sur le banc Mika Miché, qui était bien portant, je vais dire, de 3 milieux défensifs que la RDC avait. Il était le seul bien portant, puisque Peter Mutumosi revenait des maladies. Peter Mutumosi n'a pas pu jouer le 2e match contre la Côte d'Ivoire, puisqu'il était malade juste après la rencontre face à l'Ouganda. Je pense que le responsabiliser, alors qu'on a eu sur les 2 côtés, sur les 2 flancs de la défense, Joyce Samon Peko et Patou Ebunga Simbi, voilà, ces deux gars n'ont plus 20 ans. Ces 2 gars n'ont pas commencé à jouer au football hier. Je pense que l'erreur du staff technique, en tout cas, a été non seulement de titulariser les 2 au même moment, mais de mettre comme milieu récupérateur, le seul milieu récupérateur,
Peter Mutumosi qui revenait des maladies et qui devait faire une grande débauche d'énergie puisqu'il faudrait... avec une combinaison avec Oléa Sangana. Voilà, il fallait en même temps aller couvrir Patou Ebunga Simbi, je rappelle qu'il n'a plus 20 ans, et qui avait en face de lui un jeune. Aussi couvrir Joey Saman Peko qui n'a pas été celui qu'on connaît depuis le début de ce CHAN. Donc je pense que les erreurs comme ça et aussi le fait d'avoir titularisé seuls deux milieux de terrain et avec deux excentrés, on s'est retrouvé dans une configuration en 4-2-4 alors que l'adversaire avait un milieu densifié avec son système des 4-1-4-1. Donc on était pratiquement bouffé au milieu de terrain. Et voilà, ça a payé cash puisque si l'on regarde bien le deuxième but sénégalais avec l'accompagnement quasiment de Mika Miché qui n'a pas su faire la faute au bon moment. Et voilà, je pense que on a payé cash le manque des sérieux. Excusez-moi, je ne tire sur personne en tout cas. Je suis en train d'analyser ce qui s'est passé et je pense que le staff technique a plutôt manqué cette responsabilité puisque avoir 3-11 en 3 matchs, c'est déjà... Ça traduit déjà quelque part le fait que il n'y a pas une même mise, il n'y a pas une bonne connaissance du groupe par le staff technique, parce que voilà, on ne peut pas emmener 28 joueurs et à chaque fois changer pratiquement tous les 11. On a eu 6 changements lors du deuxième match par rapport au premier. 7 changements par rapport au deuxième match, lors du troisième match. Ce n'est pas normal, alors qu'hier, j'ai d'ailleurs relevé ça, alors qu'hier on a vu l'équipe du Niger avec le même 11 que lors de la victoire face au Cameroun lors de la dernière journée. Il faut parler des autres changements lors du deuxième match, dû notamment au cas de maladie, Kevin Mundeko, Peter Mutumosi Zilou et Miapaki Kassawamba. Voilà, il y a eu 6 changements, alors qu'il y avait 3 cas de maladie. Il y a eu 6 changements. Il fallait, à mon avis, changer ce qui devait être changé et garder le même 11 et ne pas changer seulement parce que dans les réseaux sociaux les gens ont dit la pression ce que Tchaki n'a eu au Wana elle n'a pas bien, alors que c'est le staff, c'est l'entraîneur qui connaît qui il doit mettre. Il connaît mieux le joueur que nous. Il connaît mieux le joueur que le public. Donc je pense que c'est ce que j'appelle ce manque d'emprise et des connaissances du groupe de la part du sélectionneur, parce que désolé, moi je pense que avec un autre sélectionneur ou un autre entraîneur avec le même groupe, la RDC pouvait espérer faire mieux. Voilà, allez, cette fois-ci on espère qu'on va avoir 2 invités qui sont en ligne. Bob Richard Makanalele, est-ce que vous nous écoutez? Allô, Bob Richard Makanalele? Voilà, il y a un très grand décalage, un très grand décalage. Alors, Olivier Pengongo, vous êtes bien en ligne avec nous? Allô? Oui, Jonathan, je suis là, je vous entends correctement. Heureusement que vous êtes là. Allez, vous êtes analyste sportif, vous êtes journaliste sportif, analyste sportif également. Vous avez suivi cette équipe nationale de la RDC lors de la 7e édition du CHAN. Quelle lecture faites-vous de cette participation? C'est vrai que la participation, tout le monde dira qu'elle a été catastrophique, mais vous, en tant qu'analyste sportif, quelle est votre lecture par rapport à cette participation congolaise?
Jonathan, allô? 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 Oui, Jonathan, je vous entends. Allô? Oui, nous vous entendons également, Olivier Pengongo. D'accord. En fait, moi, j'étais scandalisé. J'ai été vraiment scandalisé par la légèreté de la gestion de la compétition par les gouvernements à travers les ministres des Sports, mais aussi par la FECOFA, par une certaine légèreté de la gestion de l'organisation d'une équipe qui part dans une compétition que l'on a déjà gagnée et que nous connaissions les difficultés du passé et que malheureusement on est répartis sur les mêmes choses. Tenez, on passe 21 jours de préparation à Kinshasa et avec une double confrontation contre Brazzaville, dont on prend les amateurs, les joueurs que nous connaissons tous leur niveau de vie, isolés pendant 21 jours, sans un rang, soumis à des exercices, en laissant les familles affamées quasiment. Après, tout le monde est en train d'analyser les performances. La question la plus banale que tout Congolais devait se poser, c'est celle de savoir un enfant qu'on envoie à l'école mal nourri, quelles sont ses capacités d'assimiler la matière? Quelles sont ses forces pour se défendre face à un adversaire? Pour moi, ça reste la clé. On peut tout dire après, on va ignorer le potentiel de ces enfants ou de ce joueur parce qu'ils n'ont pas été bons, oui, mais personne ne pense que psychologiquement, ils étaient entamés. À 72 heures de la compétition, ils ont tous scandé Chaneboué Anyongo. Personne n'a été convaincu qu'ils aient d'eux-mêmes déjà, avant le départ pour l'Alger, en quittant Tunis, ils n'ont pas cru qu'ils étaient capables d'aller faire quelque chose. Aucun joueur de Léopard n'y croyait en son potentiel. Et ça, c'est pas par manque de talent, mais par manque d'assurance. Il y a eu manque de leadership. Il y a eu une capacité de réflexion au niveau national. Il y a eu manque de discours du côté de l'entraîneur. L'entraîneur a manqué les discours, oui, mais avant les discours de l'entraîneur, ou si l'entraîneur est en manque, l'organe technique devrait naturellement suppléer sur cet aspect. Dans un gouvernement divergent, où le ministre des Finances dit A et celui du sport dit B, l'analyse sur la qualité de contenu que va produire de tels enfants est biaisée. C'est difficile de prétendre qu'ils ont été à 100% de leurs moyens et qu'ils n'ont pas produit le football dont on devait s'attendre d'eux. Les joueurs ne sont responsables qu'au 4e degré. C'est-à-dire que tout gamin soumis à une compétition, il est censé se vendre. C'est à ce niveau-là que les joueurs sont responsables. C'est-à-dire qu'on t'a mis devant les caméras, devant la lumière, devant les possibilités d'offres pour que tu améliores en fait tes revenus et que malheureusement tu n'as pas saisi l'opportunité. Ça, c'est un travail de joueur et de son environnement et évidemment du club d'où il sort. Mais si on n'a pas respecté le gouvernement, la FECOFA, à l'extrême même la direction technique, ajouter l'entraîneur, personne n'a joué correctement sa partition. Les pays a la facilité d'insulter ces gamins. On va tous considérer qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Mais on ignore que même si Messi, Ronaldo, Mbappé, s'ils sont psychologiquement entamés, qu'est-ce qu'ils sont capables de produire comme football? C'est surtout à ce niveau-là que se situe le problème de cette équipe. L'entraîneur, oui, il n'a pas eu le discours. Le joueur, oui, ils n'ont pas été bons. Mais pourquoi ils n'ont pas été bons? Parce qu'on pense qu'en 2009, était bon. Le groupe qui était là n'a pas été bon, mais l'entraîneur a trouvé l'astuce, oui. Et donc, bonne excuse. Donc, les pays pensent qu'ils peuvent continuer à ne pas correctement entretenir le joueur et avoir résultat. C'est un peu ça le vrai problème. Après, on va analyser le plan de jeu de l'entraîneur qui était un peu tâtonnant, qui s'explique,
Parce que l'entraîneur prépare une sélection de 38 joueurs qui voudraient amener en Tunis pour travailler. À 24 heures du déplacement, la FEGOFA lui dit on ne saura pas payer tous les billets. Il faut enlever 10 joueurs. Quand on demande à un entraîneur d'enlever 10 joueurs en 24 heures, il va certainement y avoir des dégâts. L'absence de meilleur buteur du championnat, évidemment, que l'entraîneur va trouver pas confiant parce que n'ayant jamais joué une compétition internationale. L'absence de certains talents comme les Merseng Gimbi, que personnellement je pensais qu'ils savaient bel et bien leur place dans une telle sélection et que l'entraîneur n'a pas eu le temps. Peut-être que ces joueurs-là étaient malades ou ne se sentaient pas bien. Au moment où l'entraîneur devait décider, ils ont été écartés du groupe. C'est simple. Le pays a échoué intégralement dans cette compétition et c'est à tous les niveaux. La question que je me pose jusqu'à présent, pourquoi l'exigence d'un rapport bâclé en 24 heures? Pourquoi ne pas tenir une réunion d'évaluation en associant toutes les structures qui ont participé à la préparation jusqu'en phase finale pour réellement tirer les conséquences de cet échec et mettre en place un plan de travail qui pouvait permettre à ce qu'on avance. Mais la manière dont les choses se font là, présentement, ça confirme que les pays ne voudraient en aucun cas que l'on avance et qu'on va permettre certainement à un nouveau entraîneur, parce que tout le monde a consacré son énergie vers l'entraîneur, parce que le pays pense qu'on ait envoyé l'argent à la deuxième journée, c'était assez pour le booster et effacer même une préparation bâclée. Et donc nous, on est le seul pays au monde qui pense qu'on peut acheter un temps antérieur pour faire avancer les choses. C'est à ce niveau-là, personnellement, jusqu'aujourd'hui, que je me retrouve vraiment dans un état, je ne sais pas comment expliquer, mais je pense que nous travaillons à l'envers. C'est une pyramide renversée et qui malheureusement perdure et qui a en aucun moment un dérangement psychologique auprès des autorités à tous les niveaux. Personne n'est épargné et que de cet échec, normalement, on devait tous s'asseoir sur une table. Mais la cible est facilement choisie, c'est l'entraîneur. C'est le staff technique, parce on reste justement à l'appréciation du travail des entraîneurs. Et voilà un peu, en fait, à première vue, une analyse globale de la situation et qui, personnellement, me scandalise en ce moment. Voilà, merci Olivier Pengongo. On va encore tenter d'avoir Bob Richard Makandalele qui était bien en ligne. Bob Richard Makandalele, est-ce que vous nous écoutez? Je réponds à Sierra, je vous écoute religieusement. Voilà, je viens de suivre l'analyse de... Voilà, on vous écoute, Bob Richard. Je disais que je venais de suivre religieusement l'analyse d'Olivier Pengongo que je trouve très objectif. Et si je peux rajouter quelque chose, je vous poserai par ironie la question de savoir qu'est-ce qui a changé à ce qui est arrivé au Léopard A' au niveau du stade que nous n'avons pas connu avec Hector Cooper lors de l'élimination de la RDC pour la Coupe du Monde. C'est-à-dire, on a juste changé de catégorie, on a quitté les A' pour aller au A, mais on a quitté les A pour aller au A', mais c'est les mêmes choses. La réalité avec le football congolais, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes rattrapés? C'est-à-dire les choses que nous pouvions hier, les faits que nous pouvions hier, avec des victoires que nous pouvions négocier hier, aujourd'hui ça ne tient plus le coup parce que tout le monde se met en niveau. Le fait que tout le monde se met en niveau, ça expose nos faiblesses, nos capacités. Le problème de notre football aujourd'hui, c'est un problème. Moi, je vais résumer ça en deux choses. La première des choses, je parlerai de manque de formation adéquat. Et la deuxième des choses, je parlerai d'un problème d'homme. Pourquoi je parlerai d'un problème de manque de formation adéquat? Parce que même s'il faut revenir sur le point de s'il faut parler argent, ça me fait mal que les joueurs de football, bien que je les comprenne, qu'ils puissent tout limiter au niveau de l'argent. Parce qu'il y a un moment... la conscience collective exige que quand on est choisi, quand on va représenter le pays, qu'on puisse s'oublier.
Ils ont des familles, certes, mais là, on parle de la nation. Je ne pense pas que les militaires qui vont au front chaque fois, ils y vont en ayant déjà leur solde, en ayant déjà perçu tous leurs soldes. C'est là où on en appelle à la conscience patriotique. C'est-à-dire qu'il y a quand même un côté patriotique, un côté patriotique. Ce sont des choses qui s'apprennent dans une formation, par exemple. On forme la personne, le joueur, en tant que joueur, et on forme l'homme. Parce que la carrière du footballeur peut s'arrêter à un moment, par rapport à l'âge, mais l'homme est appelé à continuer dans la société. Bob Richard, un instant. Olivier Pengongo, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez diminuer un tout petit peu, ou encore vous éloigner de bruit qui vous entoure? D'accord, je bouge un peu. Merci. Je bouge un peu là. Ouais. Voilà. D'accord. Merci. Bob Richard Makalele, vous pouvez donc aller. Ouais. Ouais, je disais, moi, je résumerais cette débâcle, que ce soit pour les A', parce que c'est d'eux qu'il s'agit maintenant, mais c'est la même chose, c'est la copie-collée de ce qu'on a vécu à l'élimination pour la Coupe du Monde. Je crois que c'est un problème de formation, c'est-à-dire un problème de formation et un problème d'homme du côté des dirigeants, parce que c'est tellement facile aujourd'hui de dire que de pointer l'entraîneur, c'est parce que c'est le maillon faible dans le sens où on voit ce qui s'est passé sur le terrain, mais il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu quand on prépare une sélection, quand on prépare une équipe. Le foot, le jour du match n'est que le dernier point, la dernière étape d'une préparation qui s'est fait à plusieurs étapes. Mais malheureusement, on reste sur ça, or que le vrai problème existe. Parlons des joueurs. Est-ce que le joueur congolais, ceux qui nous représentent là, ont vraiment le niveau de représenter une équipe comme la RDC? Quelle est cette politique footballistique mise en place pour nous permettre d'avancer? Le joueur qui, vous êtes au front, au lieu d'être envahi par l'esprit, par l'orgueil patriotique de dire que ok, nous sommes là pour le pays, on s'oublie, il faut se transcender. Je comprends leurs besoins, je comprends, leurs réclamations sont légitimes, étaient légitimes, mais à un moment il faut s'oublier, il faut parler nation. C'est ce côté-là, il y a un civisme sportif aussi qui doit être fait, que les gens comprennent pourquoi on est sélectionné, pourquoi on va représenter une équipe nationale. Parce que quand la RDC a subi la honte qu'elle subit, ce n'est pas forcément, on ne parle pas de ce joueur-là nommément, on parle de la RDC comme pays. Donc ce sont ce genre de choses. Et au niveau de l'organisation, un ballon de ping-pong aujourd'hui entre la fédération et le ministère, il est temps que les gens puissent être sérieux, qu'on puisse s'asseoir sur une même table, reconnaître que nous avons failli. Ce n'est pas seulement une seule personne qui a failli. Le coach Otis, ça pouvait être n'importe quel coach. Hier, c'était Cooper. Aujourd'hui, c'est Otis. Demain, ça sera un autre. Dans ces mêmes circonstances, il y a peut-être une personne par chance, un entraîneur par chance ou par je ne sais pas quoi, il a pu réussir. Chapeau bas, je dirais chapeau bas au coach Ibengeki qui a travaillé dans les mêmes conditions, mais à qui la chance a souri. Il a pu s'en sortir, mais Otis, c'est juste la goutte d'eau qui a débordé et puis qui a renversé le vase. Il est juste malheureux d'une situation qui doit changer. Moi, je crois qu'il est plus que temps maintenant. Au lieu de se tirer à balles réelles, il est plus que temps qu'on se mette ensemble, qu'on puisse se dire les choses ne vont pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Recommencer à zéro. Ça ne nous coûte rien de recommencer à zéro. De reconnaître que nous tous, nous avons failli. Voir apporter des solutions adéquates qui nous permettent de sortir de cette situation au lieu de trouver le faux fouillant. Le problème de la RDC, c'est un problème. Le football de la RDC, quand on parle de moyens de financement, le football doit comprendre en RDC qu'elle doit se financer. Il ne faut pas toujours attendre du gouvernement. Le gouvernement, oui. Le sponsor officiel, oui. Mais on doit aussi commencer à nous-mêmes, au niveau de la fédération, penser à comment devenir autonome financièrement. On est une fédération, on doit être capable, on a des exonérations, on doit être capable de créer l'argent. C'est à ce niveau-là que les gens ne réfléchissent pas. On a toujours la politique de la main tendue et quand ça ne marche pas, on cherche à s'accuser, à lancer la balle soit au gouvernement, soit à qui que ce soit, alors que personne ne nous interdit en tant que fédération aussi d'organiser les choses pour que ça aille mieux. Donc moi je crois que c'est à des niveaux, pour être bref, les joueurs ont failli certes, mais les dirigeants aussi ont failli, donc on doit s'asseoir sur une même table, non en chien de faïence, mais voir comment on peut trouver des solutions pour aller de l'avant, pour délivrer notre football. Sinon, on va s'engloutir. Il y a comme Sylvie disait tout à l'heure, les échéances prochaines arrivent très bientôt. Si rien n'est changé, je pense que nous allons rater aussi la CAN en Côte d'Ivoire. Alors Sylvie, justement, c'est une question posée par Bob Richard Makalele il y a quelques instants. Qu'est-ce qui a changé de l'élimination de la RDC en quart de finale au Cameroun et de cette débâcle à la phase de poule? Est-ce que c'est un problème de non prise en charge de vraies
raisons, encore de vraies causes de nos débâcles. Donc rien ne change malgré la succession des échecs. Je pense qu'il y a ça aussi. Bob Richard n'a pas tort, Olivier Pengongo non plus, ils n'ont pas tort, parce que voilà, on était déjà en ouverture de cette antenne en train de pointer du doigt déjà ce yo-yo qui se joue toujours entre le ministère des Sports. J'ai même pas voulu personnaliser en parlant des ministres des Sports. J'ai parlé du ministère des Sports puisque ça s'étend pas seulement sur cette année, mais sur plusieurs années déjà. C'est, entre guillemets, c'est semblant des conflits ou c'est semblant d'accalmie, après conflit, accalmie, conflit entre le ministère des Sports et la fédération qui, soit s'approprie les succès ou encore se rejette la faute en cas d'échec. Je pense que ça a beaucoup duré, même si là où je ne serais pas d'accord, c'est le fait d'enlever la charge ou plutôt la responsabilité du staff technique dans cette débâcle, comme ça a été le cas lors de cette déconfiture en mars dernier face au Maroc pendant les barrages du mondial. Je pense que si on revient à cette débâcle face au Maroc, la RDC avec Hector Cooper jouait toujours en 4-4-2, mais il s'élève un bon matin. Il va un 3-5-2 au Maroc. Je pense que est-ce qu'il faudrait revenir sur le manque d'organisation ou encore sur le choix tactique, sur les conflits entre guillemets entre le ministère et la fédération et dédouaner comme ça facilement l'entraîneur? Je pense que non. C'est vrai. La RDC a un problème, un sérieux même, un très très sérieux problème d'organisation, un très sérieux problème de responsabilité. Parce que ceux qui sont censés assumer certaines responsabilités deviennent, excusez-moi les termes, irresponsables de leurs responsabilités. Je pense que on ne va pas seulement s'attarder sur ça, puisque si tel est le cas, que la RDC se désengage alors de toutes les compétitions, pour dire que nous, c'est la désorganisation totale et les entraîneurs n'ont aucun problème. Alors, on ne joue plus au football, parce que les entraîneurs n'ont pas de problème, c'est seulement le manque d'organisation. Alors que d'autres ont réussi, et même Claude Roy, on a parlé de Florent Ibenge, il est fils du pays, mais Claude Roy, il a quand même réussi à bâtir une équipe nationale. Il n'était pas congolais, il était un expatrié. Mais comment il a réussi à travailler dans ces mêmes conditions? Je pense que si on doit s'attarder toujours sur ce manque d'organisation, et on dédouane en même temps le staff, l'encadrement technique, on est dans les faux. Je pense que les responsabilités sont partagées. Même les équipes qui sont organisées ne sont pas à l'abri des échecs. Même les équipes qui ont un bon encadrement technique, mais qui sont mal organisées, ne sont pas non plus à l'abri des échecs. J'ai parlé tout à l'heure de l'exemple de l'Allemagne avec la Coupe du Monde. L'Allemagne, il n'y a pas de problème financier, il n'y a pas... Il n'y a pas de problème, mais il y a cette étoffe des sélectionneurs qui n'a pas marché avec Hansi Flick, qui, on le sait tous, avec le Bayern, il a remporté 6 ou 7 championnats, 7 titres de championnats nationaux consécutifs. Donc je pense que on ne peut pas dissocier, on ne peut pas dédouaner l'encadrement technique. Je suis désolé, il est aussi responsable autant que ceux qui ont failli sur le plan organisationnel. Tenez, on parle de
de moyens qui n'ont pas été mis à temps. Bon, je reviens. Je ne vais même pas revenir sur le CHAN 2009, parce que là, c'était la catastrophe, et le CHAN n'avait pas la même configuration qu'aujourd'hui. Parlons du CHAN 2016. Avec 8 jours d'entraînement au Stade des Martyrs, l'équipe nationale logée à l'hôtel Campo, et... Comme d'habitude. Voilà. Et 6 jours... Pour les A'. Voilà, pour les A'. Oui. Et 6 jours à Goma, avec un match amical face au Rwanda, à Gisenyi. Je pense que quels ont été les moyens ou quelle a été l'organisation qu'on a mis en place pour permettre à Florent Ibenge de réussir. C'est vrai, on ne doit pas continuer dans ça. Je ne suis pas non plus en train de dédouaner le ministère ou la FECOFA de leurs responsabilités. Mais je ne veux pas non plus qu'on puisse dédouaner les entraîneurs. Je suis désolé. On ne peut pas dédouaner l'encadrement technique. Je suis désolé. Aujourd'hui, on est en train de remettre en question le niveau de certains joueurs qui ont pris part à cette compétition. Qui les a choisis? Ce n'est pas les ministères. Ce n'est pas la FECOFA. Les deux ne sélectionne pas le joueur. C'est l'encadrement technique. Qui devait mettre le joueur à niveau pour qu'il puisse sortir le meilleur d'eux-mêmes? C'est l'encadrement technique. Ce n'est pas le ministère, c'est encore moins la FECOFA. C'est vrai, le ministère doit intervenir sur le plan financier. Est-ce que les primes n'ont pas été sorties? Non mais attendez, je pense que c'est trop facile comme ça de charger la fédération et le ministère seulement pour le manque d'organisation et n'est pas parler de l'encadrement technique qui a failli. On a parlé tout à l'heure d'Hector Cooper qui a failli. Et c'est le même qui a été reconduit pour le début des éliminatoires de la CAN 2020. Pour les éliminatoires de la CAN, alors qu'on avait la possibilité de le laisser partir sans payer un centime. D'ailleurs, je me rappelle que le secrétaire général honoraire, M. Barthélemy Okito, avait déclaré ici même sur nos antennes qu'il y avait une clause qui était favorable à la RDC après 7 jours après l'élimination. Hector Cooper pouvait partir sans indemnité. On l'a gardé et il a encore fait deux défaites. Et c'est là que la fédération et le gouvernement ont vu qu'il fallait le faire partir. Ça, c'était encore eux ou c'était l'encadrement technique qui a failli? Je pense que c'est trop facile. Si on responsabilise les uns et on pense que les autres sont innocents. Je suis désolé, autant les ministères et la FECOFA sont responsables de l'organisation, de ce manque d'organisation qu'il y a eu autour, autant l'encadrement technique est responsable de cette débâcle sur le terrain. On a vu des joueurs jouer sans prime à plusieurs reprises. Ils savent que l'État, c'est vrai, on a parlé de ça, il fallait que les primes puissent être payées parce que c'est leur droit. Je me rappelle, en 2016, nous avons voyagé, j'ai pu voyager avec la délégation, avec le ministre des Sports de l'époque, Excellence Denis Kambayi. Nous avons pris le même avion et il y avait déjà les primes des joueurs, avant même de jouer le premier match. Ils avaient leurs primes. Peut-être que ça a été une motivation supplémentaire, mais n'oublions pas non plus le travail du staff technique, qui a pu trouver des bonnes formules pour que le joueur puisse gagner les 2 premiers matchs et se qualifier aisément. Encore lors de la CAN 1998, ces problèmes de primes qui avaient... C'est un problème éternel au niveau de la RDC. Mais on ne peut pas dédouaner l'encadrement technique, le staff technique, je suis désolé. Autant les autres sont responsables, autant et également sont responsables des débâcles. Puisque on sait tous, comme je l'ai dit, en football, il y a des vérités, il y a des contre-vérités. Vous pouvez faire une bonne préparation et échouer. Vous pouvez faire une préparation bâclée et réussir. Et dans les cas où l'équipe nationale
serait en demi-finale en ce moment, ou dans les cas où la RDC serait en demi-finale en ce moment, vous aurez encore dit que le staff technique est innocent, que c'est le fruit de l'organisation ou du manque d'organisation du ministère et de la FECOFA qui ont fait que les Léopards puissent se retrouver en demi-finale. Vous auriez pu dédouaner les staffs techniques. Je suis désolé, on dédouane les staffs techniques pour l'échec. Et si c'était en cas de succès, qu'est-ce qu'on allait dire? On ne peut pas dédouaner. Les staffs est aussi responsable de cette débâcle et de cette déconfiture de la RDC. Voilà, la RDC, justement, éliminée de la phase de poule de cette édition du CHAN. Il s'est créé, on va dire, une petite polémique sur les réseaux sociaux après l'élimination de la RDC. Le ministre de Sport, Serge Chembo-Kondé, qui a demandé à la FECOFA de lui présenter ce rapport de la catastrophique participation de la RDC à cette édition du CHAN. La réplique du secrétaire général adjoint de la FECOFA, Patrice Régnier-Mangenda, qui a parlé d'un ministre sous pression, qui a manqué d'élégance envers un partenaire dont il ignore complètement le fonctionnement. Mais avant, juste après l'élimination, il avait demandé au ministère de Sport, ou encore au ministre de Sport, de pouvoir remettre la gestion des équipes nationales de football à la Fédération congolaise de football association. Olivier Pengongo, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, Olivier Pengongo. Allez, venons-en maintenant à... D'accord. Allô? Oui. Oui, je vous ai suivi, Claire. Oui. Je vous ai suivi vraiment religieusement. Je voudrais d'abord réagir par rapport à ce que disait Sylvie sur les responsabilités. En une minute, puisqu'on doit passer... puisqu'on doit passer à cet autre sujet. Même en 30 secondes, en fait. D'accord. C'est aussi facile. Il y a un seul fait qui démarque la gestion d'Otis, de Florent Ibenge ou encore de Santos Moutoubile. Personne n'a demandé à ces deux précédents entraîneurs vainqueurs de la compétition de retirer 10 joueurs à 24 heures d'un déplacement. C'est-à-dire qu'ils sont sur un plan de travail et qu'à 24 heures d'un déplacement, on lui demande de retirer 10 joueurs. Vous voyez, c'est ça le vrai problème. Ce n'est que cet aspect-là, personnellement, qui donne, on va dire, qui a des charges du staff technique. Mais après, le staff technique est aussi responsable de la débâcle, mais en tout cas, à mon avis, au 3e degré. Le premier degré, c'est le gouvernement qui n'a pas pris au sérieux. Le 2e degré, c'est la FECOFA qui n'a pas été en mesure de circonscrire les cadres de préparation et de l'organisation. Et enfin, le staff technique qui a manqué les discours nécessaires pour galvaniser les mentales de joueurs qui étaient capables de faire mieux que ce qu'ils ont fait. Alors, c'était juste une parenthèse. Voilà, justement. Voilà. Et laissez-moi vous poser cette question. Après cette petite polémique qui s'est créée par les internautes, ou notamment la presse sportive, après la lettre du ministre de Sport à la FECOFA lui demandant de présenter un rapport de la débâcle de la RDC au CHAN Algérie 2022, et cette réaction du secrétaire général adjoint, c'est vrai que c'était sur son compte personnel, son compte Twitter. Il avait d'abord, avant la demande du rapport par le ministre des Sports, demandé au ministère de Sport de pouvoir remettre la gestion des équipes nationales à la Fédération congolaise de football association. Aujourd'hui, une fédération qui est quasiment sous tutelle de la CAF et de la FIFA, et dont le comité exécutif est arrivé fin mandat depuis beaucoup de temps. Est-ce que ça serait judicieux? C'est très judicieux et c'est même une obligation. La faiblesse maintenant du côté de la FECOFA, puisque le ministre l'a déjà évoqué dans une réunion de conseil du ministre, il n'y a pas du répondant. C'est du oui et amen. C'est-à-dire que la FECOFA ignore ses facultés techniques qui naturellement devraient orienter les ministres vers les décisions ou les organisations prévues par la FECOFA. Qu'est-ce qui se passe? Si la FECOFA amène un projet au ministère, si le ministre estime que ce n'est pas nécessaire, c'est classé. Ou ce n'est pas prioritaire. La plus grosse bêtise
de l'année 2022 du football congolais. Le secrétaire général, je voudrais qu'on remette à la FECOFA la gestion, mais elle est calamiteuse. Parce que le futur de jouer au football et de progresser. L'image que la FECOFA a présentée à travers le monde, après, on va dire, les retraits de la participation à une compétition internationale de cette équipe, c'est qu'elle n'est pas capable de préparer l'avenir. La FECOFA a présenté ses incapacités à travers le continent ou le pays. Et dans ces conditions, il est difficile à un ministre bénéficiaire de la gestion par les mesures conservatoires de les remettre. Le ministre a des arguments. Après le U17, aujourd'hui c'est le U23. Qu'a fait la FECOFA? Comment on a retrouvé que cette équipe se retrouve inscrite dans une compétition alors que ce soit la CAF ou la FECOFA, tout le monde savait qu'on courait une sanction. À l'extrême, avant même d'introduire, il fallait commencer par la demande d'une mesure de grâce. On va revenir sur cette disqualification de RDC dans quelques instants, Olivier Bingongo. Bilile le kamalo bana ebele.